Bonjour, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, je suis avec Damien Parer qui est podologue à Marseille. Donc, je vais lui poser plusieurs questions par rapport aux blessures des coureurs, les différents types de pieds, les problèmes que rencontrent ces patients. Donc, je vais laisser tout d'abord Damien se présenter et ensuite, je vais lui poser quelques questions par rapport à la course à pied. Salut Damien. Salut les runners. Donc je m'appelle Damien Parer. Je suis donc podologue du sport à Marseille. Je fais partie de la NPS qui est l'association nationale des podologues du sport et je suis également podologue fédéral auprès de la Fédération française d'athlétisme. Donc quelles sont tes questions? Alors une première question, quels sont les 3 pires problèmes que rencontrent tes patients lorsqu'ils viennent te consulter? Tu te dis voilà, encore ce problème-là que je vois quasiment au quotidien. Ouais, c'est une terreur, exactement. Alors, les erreurs principalement, en fait, on va dire, c'est erreur de matériel. D'accord. On va dans un magasin, dans une grande surface du sport, on va acheter une paire de chaussures parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a sorti à la tenue. On va l'acheter parce que on pense qu'en mettant plus cher, en achetant le modèle le plus cher, on va être bien dedans. Et puis on va faire 4 sorties avec, on va se blesser. Tout simplement parce que bien souvent, le matériel est en cause quand on a une blessure. S'il y a un changement de matériel, avant de se précipiter chez le kiné, chez le médecin, chez le podologue, au premier signe, on va dire, de blessure, de tiraillement, peut-être faire un petit essai en revenant sur l'ancien matériel et à ce moment-là, bien se faire conseiller. Donc la première grosse erreur, c'est l'erreur de matériel. On a un matériel qui n'est pas bien adapté, qui ne correspond pas à son type de foulée, à son type de pied, à son type d'entraînement, à ses objectifs tout simplement. Ça, il faut être assez rigoureux là-dessus, pas hésiter de se faire conseiller dans des magasins spécialisés, ou le cas échéant chez un podologue, si possible du sport, en tout cas qu'il soit sensibilisé à la pratique sportive. Faire une petite analyse sur tapis par exemple, pour avoir vraiment un choix optimisé, on va dire, au niveau du matériel. La deuxième grosse erreur qu'on va retrouver, alors, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième d'ailleurs, c'est peut-être même la première erreur, c'est des problèmes d'entraînement, les problèmes de mauvais entraînement. Quand les gens viennent me voir, souvent il faut vite les guérir tout de suite maintenant, il y a une course dans 3 jours, mais quand on pose un peu la question, oui il y a une course dans 3 jours, mais ça fait que 15 jours que je me prépare. Alors, on est à Marseille, alors je vais vous parler un peu du Marseille-Cassis. Bien souvent, à Marseille, le mois de juillet, le mois d'août, on est sur la plage, on va siroter les grenadines, on est les doigts de pied en éventail, les baskets sont bien rangées dans le placard, et puis, comme beaucoup de Marseillais, le mois de septembre arrive. Et là, on se dit, vite, Marseille-Cassis arrive. Exactement, donc qu'est-ce qu'on va faire? Marseille-Cassis arrive, on va faire de 0 sorties par semaine, on va passer à 5 sorties par semaine, parce qu'on a pris du retard, on n'a pas les 12 semaines d'amplitude pour se préparer, donc on va se préparer vite sur 4, 5, 6 semaines, 3 semaines même pour certains. On va avoir une surcharge énorme de contraintes, de stress mécanique au niveau articulaire, tendineux, et bien souvent, pour ma part, je vois que mon carnet de rendez-vous se remplit, hélas, de manière très importante, un gros pic, juste avant le Marseille-Cassis, ou juste avant des courses, je prends Marseille-Cassis comme exemple. Des courses importantes où il y a beaucoup de coureurs. Beaucoup de coureurs. Donc souvent, voilà, on a tendance à vouloir soit tenir absolument le plan d'entraînement qu'on s'est fixé, même avec les petites douleurs qu'on va avoir, on insiste dessus, on va insister. Soit on a tout simplement un plan d'entraînement qui est au-dessus de ses capacités. Quand on n'a jamais couru un marathon ou même, on va dire même un semi-marathon, on ne part pas en disant bah, tiens, l'objectif c'est de faire 1h10. Bon, voilà, on est un surhomme. Je crois que pour ta part, tu as des objectifs sur 10 km. Tu t'es pas mis sur cet objectif-là hier. Non. Et puis on va voir selon la forme du jour. Puis si l'objectif il n'est pas atteint le jour J, ben, on le reportera un petit peu plus tard. Il faut rester en fait à l'écoute de son corps. Ça c'est quand même pour moi les 2 grosses erreurs que les gens qui viennent me voir, que les coureurs qui viennent me voir plutôt font. Soit mauvais matériel, soit un mauvais entraînement, et on veut, soit par le podologue, soit par le kiné, soit par le médecin, avoir une réponse tout de suite. Je suis blessé, ma course du coup elle est dans 3 jours, il faut que je sois sur pied. Il y a des choses où parfois il faut un petit peu de temps, donc ça c'est les 2 grosses erreurs principales. La dernière, on pourrait dire, c'est le mix des deux, c'est à la fois on n'a pas la bonne chaussure, on n'a pas le bon entraînement, et on est vraiment en dehors de sa capacité. C'est comme ça en général qu'on se blesse en priorité. D'accord.
pour récapituler, 1. L'équipement, 2. Se prendre au dernier moment, et 3. Le panique et le stress de ne pas être préparé pour le jour J. Voilà. Et je voulais rebondir là sur tes propos par rapport aux chaussures minimalistes. Il y a eu quand même une grosse vague récemment, ou il y a quelques mois, quelques années, par rapport aux chaussures minimalistes, courir pieds nus, etc. Toi, comment tu le ressens par rapport à ton activité? Est-ce qu'il y a beaucoup de coureurs qui se sont dit je vais tenter cette expérience, et quels ont été leurs problèmes? Donc, vouloir s'entraîner comme avant en changeant complètement de chaussures, vouloir en faire plus, etc. Qu'est-ce que tu as observé par rapport aux chaussures minimalistes? Alors, le minimalisme, la chaussure minimaliste, c'est une grande mode en ce moment. Ça fait quelques mois, quelques années même. En France, ça vient à peine d'arriver, mais aux États-Unis, ça fait déjà quelques années que c'est bien en place. Alors, le minimalisme, pour moi, c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est quelque chose, je ne pense pas que ça soit qu'une simple mode, en tout cas. Maintenant, c'est quelque chose que je considère comme dangereux également. On parlait de mon activité. Alors, si on parle que de mon activité, on reviendra après sur la chaussure minimaliste, mais pour mon activité, la plupart des coureurs, on parlait tout à l'heure de matériel d'entraînement, juste avant. Effectivement, il y a beaucoup de coureurs qui viennent me voir, qui sont passés au minimaliste et qui se blessent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant, ils n'étaient pas blessés, puis depuis qu'ils ont du minimaliste, ils sont blessés. Alors, ça serait facile de dire, ça vient du minimaliste, c'est les chaussures minimalistes qui ont blessé, et c'est pas bon comme chaussure, il ne faut pas en prendre. Alors, c'est un raccourci un petit peu trop rapide à mon goût. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les coureurs qui ont l'habitude de courir 4-5 fois par semaine, ou en tout cas, les gens qui sont souvent sensibles au minimalisme, c'est quand même des coureurs en général relativement avertis. Il y a assez peu de débutants qui disent, tiens, je vais commencer par du minimalisme. Bien que ça pourrait être envisagé, mais souvent les coureurs vont faire 4-5 sorties par semaine avec des chaussures classiques, et du jour au lendemain ils vont acheter leurs nouvelles chaussures, partir avec une chaussure minimaliste, et c'est là où est le danger. On va se blesser quasiment systématiquement si on ne change pas sa manière de s'entraîner en passant d'une chaussure à une autre chaussure, d'une chaussure classique à une chaussure minimaliste. La différence de conception de la chaussure est telle qu'on se blesse quasiment systématiquement sur les loges postérieures, donc en particulier les ischio-jambiers, les fessiers et surtout le tendon d'Achille, le mollet. Donc le minimalisme, pour moi, c'est pas une révolution, mais c'est un petit, on va dire, retour aux sources. L'idée me semble bonne. Maintenant, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est-à-dire que les personnes qui ont des gros défauts, qui ont des grosses pronations, qui ont des chevilles très déviées, des pieds très abîmés ou des pieds accidentés, je leur déconseillerais fortement ce type de chaussures-là. Pour un coureur qui veut passer d'une chaussure classique à une chaussure minimaliste, déjà il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut passer au minimalisme? Si on n'a pas de blessure depuis 10 ans, qu'on n'a pas de problème particulier, qu'on a des performances correctes, est-ce que ça vaut le coup de passer directement au minimalisme? C'est quand même un choix qu'il faut faire, car le passage d'une chaussure classique à une chaussure minimaliste prend du temps, ça va être très progressif. Moi j'estime à peu près, et d'autres spécialistes dans le minimalisme estiment également, qu'il faut compter une bonne année de transition entre la chaussure classique et la chaussure minimaliste, en faisant par exemple 1 minute de port de chaussure minimaliste de plus à chaque sortie qu'on va faire. Donc il faut vraiment voir ça sur du très long terme et pas se dire tiens demain je passe au minimaliste. D'accord. Comme tu me le disais tout à l'heure, logiquement c'est la première fois on met les chaussures minimalistes 1 minute, on met ses baskets de running classique, la seconde fois 2 minutes, etc. Vraiment aller par petits pas de bébé. Exactement. Tout doucement pour être sûr de ne pas être blessé, parce que sinon c'est beaucoup trop trash si ça fait 10 ans que vous courez avec une basket, une paire de running et du jour au lendemain tiens je vais prendre une chaussure minimaliste, on est quasiment sûr, et là, quasiment inévitable. Ouais. Et également donc, concernant les différents types de blessures, par exemple, le coureur à pied est confronté à la périostite, l'essuie-glace, la pronévrose plantaire, la fracture de fatigue, élongation, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différents types de blessures et comment les éviter? Comment éviter ce syndrome de l'essuie-glace, la périostite, etc. Alors, j'ai hélas pas de remède
recette magique, hein, sinon il n'y aurait plus aucun coureur qui serait blessé, j'aurais dispensé à tout le monde ma recette et plus personne ne serait blessé. Il y a quand même des petits conseils à avoir, c'est que la plupart des pathologies dont tu me parles, la périostite tibiale, le TFL, tension du fascia lata, ou le syndrome de la gandelette ou le syndrome de l'essuie-glace, hein, c'est le même nom pour les pathologies au niveau du genou, la myoaponévrosite plantaire, l'épine calcanéenne, toutes ces pathologies-là sont quand même des pathologies qui sont directement liées à un excès de stress sur le corps. Donc la plupart de ces pathologies-là, alors il y a toujours des exceptions, hein, on parle vraiment sur une grosse généralité, là je te parle de ça de manière très très générale, hein, parce qu'après si on rentre dans le détail, ce que je dis peut être discuté, mais l'excès de stress va créer forcément une pathologie. L'épine calcanéenne, l'aponévrosite plantaire, c'est un excès de stress au niveau de l'aponévrose, du tissu qu'on a sous la plante du pied. La périostite tibiale, c'est un excès de traction au niveau du périoste, le tissu qui entoure l'os, qui va créer une inflammation. Le tenseur du fascia lata ou le syndrome de l'essuie-glace, c'est un excès de stress sur un tendon qui mécaniquement va venir frotter sur une partie osseuse. Alors, comment être plus stressé alors? Moins stressé. Être moins stressé. Comment moins se stresser alors? Tout d'abord, il faut surtout, encore comme une fois, on rebondit encore, hein, comme sur le minimalisme, il faut vraiment avoir une progressivité. Il ne faut pas se surentraîner. Le surentraînement, c'est pas parce qu'on a loupé sur son plan d'entraînement une séance de fractionné, comment en faire 2 séances d'affilée le lundi et le mardi suivant. Il faut qu'on reste quand même logique par rapport à tout ça. Il faut être à l'écoute de son corps aussi. Quand on commence à avoir une petite douleur, un tiraillement, on est un peu plus forcé que d'habitude. Si la séance du lendemain, on la sent moyen, ben je préfère, moi, en tant que podologue en tout cas, dire à mon patient, écoute, tu fais une coupure, effectivement cette semaine tu devais faire 4 sorties, peut-être que cette semaine tu en feras que 2 ou que 3. Et on va sauter ça pour éviter la surexposition du corps à ce stress mécanique. Donc écouter son corps, pas faire d'excès en termes d'intensité. Le jour de la course, je suis d'accord, on va s'arracher, on va aller jusqu'au bout, on va au bout de l'effort, on se surpasse. Voilà, on se surpasse. Ensuite, pour les entraînements qu'on fait au jour le jour, il faut rester à l'écoute de son corps. Un entraînement peut se passer plus ou moins bien, alors qu'il n'a pas changé grand-chose en termes d'intensité ou de durée, mais on rentre du boulot, c'est plus tard, on est fatigué, vous avez la famille à la maison, vous avez votre copain ou copine qui vous prend la tête, vous avez toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte. Des problèmes personnels ou professionnels tout à fait. Qui peuvent agir là-dessus. Donc le choix de la chaussure, important. La progressivité d'entraînement, je le répète à tous mes patients, mais c'est pour moi ce qu'il y a de plus important dans une bonne pratique, dans une bonne préparation. On prend suffisamment de recul pour préparer sa course et on ne se prépare pas en dernière minute. Le stress mécanique exercé doit être réfléchi, doit être jaugé, jugé. Il faut qu'on apprivoise un petit peu ce stress-là et qu'on dise, ah ben tiens, ça me tire un petit peu, je lève le pied. Ou alors au contraire, ça commence à me tirer un petit peu, mes chaussures sont usées, c'est peut-être le moment de les changer. Il faut être à l'écoute de ces petits gestes-là pour limiter le risque de blessure. D'accord. Et quelle est la durée moyenne à peu près, grosso modo, de chacune de ces blessures? L'essuie-glace, c'est 1 mois, 2 mois, la périostite, c'est 1 semaine, 1 mois. Là aussi, c'est quand même selon les cas, au plus tôt on va venir me voir, moins c'est grave, mieux c'est. Exactement. Au plus tôt on va venir voir le spécialiste de santé, donc que ce soit le podologue, mais je travaille pas seul, moi j'aime bien dire que je travaille aussi en synergie avec le kiné, avec l'ostéopathe, avec le médecin du sport, parfois avec le coach sportif. C'est quand même encore une fois, c'est quelque chose de global, ça vient pas que dans ce détail, c'est pas que le pied. Toutes ces blessures là, au plus tôt elles sont prises en charge par le professionnel de santé, au plus vite elles vont se guérir. Après, en général, sur des types de blessures, on parle de 4 à 6 semaines, on va dire. Enfin, une grosse fourchette. Une énorme fourchette, on va dire, un râteau. Mais sur certains cas, par exemple, de tenseur du fascia lata, ou syndrome de l'essuie-glace, une simple remise en tension correcte du genou, avec une bonne paire de chaussures, une bonne paire de semelles, un changement de posture, peut être assez ressenti de manière presque spectaculaire par certains patients, c'est-à-dire qu'en l'espace d'1 semaine, on va pouvoir recourir normalement. Tout dépend de l'inflammation. D'autres patients peuvent avoir cette même inflammation avec le même traitement, le temps que l'inflammation elle-même parte,
ben, on va pouvoir recommencer à courir au bout de 2, 3, 4 semaines selon les problèmes. La périostite, c'est la même chose. Tous ces problèmes-là vont quand même dépendre énormément de la date à laquelle on les prend en compte. Un début de périostite, pour moi, ça peut se régler en 15 jours. Une périostite qui est installée depuis un certain temps, ben, ça peut prendre plusieurs mois, et puis surtout, ça peut dévier sur des problèmes un petit peu plus graves, la fracture de fatigue. Donc toutes ces choses-là, voilà, ça peut aller, tu vois, de quelques jours, quelques semaines, on va dire, hein, si c'est débutant, à vraiment un arrêt complet et une saison complètement bousillée si on continue à forcer sur cette périostite et qu'on arrive sur cette fracture de fatigue où là, ben, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment 6 semaines pleines d'arrêt complet et une reprise, on a dit, tout en progression. Donc pour revenir au niveau, on va compter 8-10 semaines. Donc logiquement, hein, si vous avez une douleur, un problème, il faut mieux aller consulter un spécialiste, médecin du sport ou même un spécialiste comme un podologue, etc. Au lieu d'aggraver le problème et de ne plus pouvoir courir pendant 1 mois, 2 mois ou même de louper carrément sa saison. Et là, vous pouvez vraiment être frustré et avoir les boules d'avoir fait beaucoup d'entraînement pour au final une saison bousillée à cause d'un manque de prévention. Et pour revenir par rapport au Marseille-Cassis, alors quels sont un petit peu les différents coureurs que tu vois? C'est essentiellement des coureurs qui se sont pris au dernier moment et du coup, la blessure est arrivée ou c'est vouloir vraiment avoir un objectif extrêmement important au-delà de ses capacités physiques et là encore la blessure est arrivée. Alors, heureusement pour moi, j'ai pas que des patients, des coureurs en tout cas, qui arrivent en dernière minute et qui sont mal entraînés. Ouais. Ça, c'était les grosses erreurs qu'on dit tout à l'heure. Heureusement pour nous, la majorité maintenant des coureurs, hein, la course à pied, ça a connu quand même un essor assez important ces dernières années. On commence à avoir quand même un niveau général, moi je trouve, qui commence à s'améliorer. Les coureurs sont de plus en plus conscients de l'entraînement, hein, comment on doit se préparer. Donc j'ai un petit peu de tout comme profil effectivement avant le Marseille-Cassis. J'en ai aussi hélas après le Marseille-Cassis, hein, ceux qui sont blessés sur la fameuse descente, hein, c'est une grosse descente le Marseille-Cassis. Je dirais que j'ai quand même plus de coureurs qui ont un objectif qui va être de se surpasser en fait finalement chaque année, d'une année sur l'autre. On a beaucoup de coureurs, c'est une course magnifique Marseille-Cassis. 15 000 coureurs, 20 000? On a 15 000 coureurs. 15 000 coureurs, 15 000 coureurs au départ, sur une route qui est magnifique. Il faut que tu viennes la faire avec nous. Je ne sais pas si tu l'as fait déjà. Non, pas encore. Ça sera l'occasion jamais l'année prochaine. Je t'attends. Je te donne rendez-vous sur la Gineste. Malheureusement, les inscriptions partent trop vite. Ça part trop vite. C'est ça le souci. C'est vrai. Pour revenir sur les coureurs, les blessures, donc on a dit il y a une partie qui sont mal préparées, qui vient en dernière minute. Un petit peu c'est le pari, hein, on a fait le pari, tiens pour mes 30 ans, pour mes 40 ans, pour mes 50 ans, je fais le Marseille-Cassis, on se prépare 1 mois avant, on se blesse, bon ça fait partie, j'ai bien de l'anecdote, mais juste avant le Marseille-Cassis, j'ai beaucoup de coureurs comme ça. Les coureurs les plus chevronnés, ou en tout cas les plus assidus, ceux qui ont vraiment l'objectif de, comme tu dis, se surpasser, aller au-dessus de leur capacité physique, avoir une préparation optimale, essayer d'avoir un meilleur temps que l'année dernière et qu'ils avaient déjà fait un meilleur temps par rapport à l'année précédente. Ceux-là en général, moi, je leur conseille l'année précédente, et ils gardent cette info, venir me voir bien avant. On ne change pas ni de chaussures ni de semelles 1 mois avant le Marseille-Cassis. Idéalement, si on a une préparation cohérente et correcte, il faudrait qu'on ait changer de semelle, en tout cas pour ceux qui ont besoin de semelles. Tout le monde n'a pas forcément besoin non plus, mais renouveler ces semelles ou régler ces problèmes-là, idéalement, au moins dès le début de l'entraînement, dès la phase d'entraînement plan d'entraînement de la course dite. Donc les coureurs en général qui ont le gros niveau, qui viennent me voir pour renouveler leur traitement podologique dans leur semelle, je les vois quand même en général mois de juillet, mois d'août on va dire, voilà. Après septembre, octobre, c'est plutôt un petit peu les retardataires, ceux qui sont blessés en dernière minute en se préparant pas tout à fait comme il faut. Et souvent, je vais avoir, après le Marseille-Cassis aussi, beaucoup de gens qui s'affolent par rapport à des douleurs de genoux, très typiques, on va dire, dans la descente du Marseille-Cassis, et aussi très typique d'un manque d'entraînement criant, on va dire. On s'entraîne que sur du plat, sur des choses assez courtes. Après le Marseille-Cassis, un très mal au genou. La descente, c'est sur les genoux ou la hanche? Ça va être vraiment les genoux qui prennent. Les genoux qui sur le Marseille-Cassis, on est en mouvement de freination constante, c'est quand même
on a fait une belle côte avant, on a envie de tout lâcher, on a tendance à allonger un petit peu trop la foulée, se laisser un petit peu mort sur ses appuis. Ce type de foulée un petit peu passive, on va dire, par rapport à la descente, pour un coureur qui n'est pas habitué, qui a le cartilage justement, qui n'est pas habitué à ce stress, hein, on y revient encore, hein, toujours au même principe, hein, que tu nous redis depuis tout à l'heure, mais tu vois, comme quoi ça se brique bien. Donc si on n'est pas habitué à ce stress mécanique au niveau des genoux, après le Marseille-Cassis, il y a de fortes chances qu'on ait en général ce type de problème-là, ce qui n'arrive absolument pas pour les coureurs qui sont bien préparés comme toi. Ok, on a plus avantagé parce qu'on connaît un peu mieux notre corps que une personne qui s'entraîne quasiment jamais, et ensuite on sait aller étape par étape pour atteindre son objectif personnel. Et pour finir sur une dernière question, en tant que podologue, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour se préserver ses pieds? Donc si on a un peu des difficultés, il y a les semelles orthopédiques, mais si on n'a pas de problème et qu'on souhaiterait ne pas en avoir dans le futur, quels conseils tu pourrais nous donner? C'est une très bonne question. Alors moi je suis podologue et pourtant, comme on en discutait tout à l'heure en aparté, je ne suis pas forcément pour appareiller tout le monde. Je crois d'ailleurs que toi tu cours sans semelle. Exactement. Tu cours, on a vu, avec quelques petits défauts sur la petite vidéo précédente, sur le type de pied, la vidéo sur le type de pied. Donc des petits défauts, mais tu n'es pas pour autant blessé, tu performes bien, tu as une cohérence tout à fait bonne, on va dire, sur tes entraînements, sur ta foulée, pas de blessure. Bon. Le but pour nous, c'est pas de mettre des semelles à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément besoin de semelles. Il faut qu'on travaille sur un côté préventif. Donc la semelle en prévention, je la conseille pour des personnes qui ont des gros défauts, où on sait qu'à terme, on va avoir une érosion prématurée du cartilage, par exemple, ou des choses qu'on pressent qui vont arriver. Pour les coureurs comme toi, qui effectivement n'ont pas forcément de problème, je ne te conseillerais pas de faire absolument une semelle. Par contre, je peux te donner des petits conseils pour te préserver les pieds, effectivement. Alors, sur les courses longues, la plupart des problèmes de pieds, ça va être des ampoules. Marathon, ultra-trail, course un petit peu. Le problème majeur du coureur qui va le stopper, voilà, c'est l'ampoule. C'est l'ampoule. Une ampoule, c'est pas grand-chose, c'est une petite cloque qui décolle, qui décolle un petit peu. C'est pas grand-chose, mais ça peut vous faire abandonner une course. Moi je suis sur le terrain, sur des courses comme l'Ultra-Trail du Verdon par exemple, qui fait plus de 100 km avec des dénivelés énormes dans les gorges du Verdon. Je vois chaque année des coureurs mal préparés qui abandonnent à cause d'une ampoule. Le cardio est bon, les muscles sont bons, ils sont remontés à bloc, ils sont à fond pour partir, ça fait déjà... Tout est bon, sauf l'ampoule qui gâche tout le plaisir. Alors, pour préserver les pieds, le bon choix de chaussures, se faire conseiller, encore une fois, dans un magasin spécialisé. Il faut qu'on soit bien quand on essaye la chaussure. On dit souvent, la chaussure va se faire. Non, la chaussure ne se fait pas. Elle se fera, mais c'est surtout votre pied qui va se déformer. Donc, essayez de privilégier quand on choisit une chaussure qui correspond à vos capacités physiques, par rapport au poids, par rapport à la taille, au type de foulée, par rapport à la forme de pied. Mais surtout, moi, ce que j'appelle le fitting, c'est qu'il faut qu'on ait un contact, une première sensation agréable. Ça, c'est la première chose. Le vendeur vous aura aidé à vous choisir une chaussure prolateur, supinateur, plutôt légère, plutôt route, plutôt trail, mais c'est que vous qui pourrez juger du confort. Première chose, on est sûr de ne pas avoir de problème ou d'avoir moins de problème avec ce choix de chaussures. Quand on prépare une course un petit peu longue, pour limiter les ampoules, pour les coureurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'ampoules, je conseille une crème anti-frottement. On va dire une marque, on a droit? Oui, il n'y a pas de souci. Alors moi je conseille la marque Aquiline, la crème NOC, qui est très connue. L'investissement une dizaine d'euros. Un tube ça coûtait 9 euros, 8 euros, 10 euros, ça dépend où vous l'achetez, mais bon, une dizaine d'euros, avec un tube ça vous avez de quoi faire. Idéalement, si c'est une course très longue, marathon ou voire plus, je conseille à faire tous les soirs avant de vous coucher, mettre une petite couche de crème sous vos pieds et juste avant de courir, aller mettre cette crème aussi, ça évitera les frottements entre votre chaussure et votre pied, ça limitera les ampoules. Pour les coureurs qui ont tendance à faire des ampoules répétées de manière systématique, alors déjà peut-être qu'il faudra avoir le podologue, ça au passage, et puis surtout il faudra préparer le pied peut-être un petit peu différemment aussi. On peut compléter cette crème NOC avec un spray qui s'appelle Tano, qui est un spray qui permet d'épaissir la peau en fait, de renforcer la peau à ce niveau-là. Donc ça c'est le conseil anti-ampoule, ça va être un bon choix de chaussures, une crème anti-frottement, éventuellement un spray talent qui permet d'épaissir la peau, mais il faut s'y prendre pareil
20 jours, au moins 20 jours avant, un mois avant, moi je conseille. On va, le jour de la course, si possible, essayer de mettre une paire de chaussettes qu'on aurait portées éventuellement la veille ou l'avant-veille sur un petit footing d'une demi-heure. Hein. Je ne dis pas de mettre une chaussette sale, bien sûr, mais mettre une chaussette qu'on aurait portée déjà un petit peu, mettons, ta course c'est dimanche. Ouais, c'est ça. Admettons quand tu fasses un petit décrassage, que tu as fait un petit décrassage mercredi. On va faire une petite sortie d'un quart d'heure mercredi, histoire de dire, bon, on est à Marseille, on va prendre un petit peu la température, voir ce qui se passe. On met un peu de crème noc sur le pied, on met la chaussette, on fait sa petite sortie, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, voilà, le petit décrassage de 3 jours avant. En rentrant, cette chaussette-là, tu la mets de côté, tu la remettras dimanche. Dimanche matin, tu mets cette chaussette, on part tranquille, ça fait comme une deuxième peau, on limite le risque d'ampoule. Sur 10 km, je pense que pour toi, il n'y aura pas de problème. Logiquement, petite distance pour toi, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est la petite astuce chaussette. Et dernière chose aussi qu'on peut dire, enfin il y a beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là, c'est quand même le jour de la course, éviter à tout prix de prendre une douche chaude le matin, ou en tout cas d'essayer de tremper vos pieds trop longtemps dans une douche chaude dans votre baignoire. Parce que quels sont les inconvénients Ça va ramollir la peau, ça va la ramollir en profondeur. Souvent les courses le matin sont un petit peu tôt quand même, hein, c'est 9h. En général c'est 9h. Ouais. Si on prend, alors pas rentrer dans la diététique, mais si on commence à prendre sa collation 3 heures avant, ça nous fait quand même lever un petit peu tôt. On prend la douche de bonne heure, on s'habille rapidement derrière. Si on a une douche trop chaude, on ramollit cette peau. On met la chaussure directement derrière, on garde cette humidité dans la chaussure et finalement on fragilise la peau et dès quelques kilomètres on risque de décoller, de refaire une ampoule à ce niveau-là. Ok, d'accord. Voilà les petits conseils, il y en a d'autres, mais déjà si vous suivez ça, on aura réduit les problèmes. On réduit les problèmes en tout cas pendant la course. Après pour d'autres problèmes plus pointus, on s'oriente vers, on a dit, le kiné, l'ostéo, le podologue et le médecin du sport aussi qui pourra être un petit peu la charnière, je pense, entre tout ça. Donc vous orientez vers un podo, vers un kiné selon ce que lui jugera utile. Ok. Merci une nouvelle fois pour cette interview. Bah de rien. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de course à pied, des chroniques de livres de course à pied et plein d'autres choses. Si l'interview vous a plu, partagez-la sur Facebook et sur Twitter. À bientôt. Bye. Bye les runners.